نريد لبنان ملتقى وفاق عربي. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, un soldat tué et un autre blessé au Liban Nord. C'est le bilan de l'attaque menée cette nuit par des hommes armés contre un site militaire à Bka Sefrin, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Tripoli. Le ministre canadien des Affaires étrangères, Stéphane Dion, poursuit sa tournée au Liban. Il a rencontré aujourd'hui au palais de Barbda le président Michel Sleiman. En Syrie, les insurgés continuent de céder du terrain à Alep face à l'armée gouvernementale. Le régime a repris ces derniers jours le contrôle de 60% du bastion rebelle de la ville. Je vous le disais en titre, un soldat tué et un autre blessé au Liban Nord. C'est le bilan de l'attaque menée cette nuit par des hommes armés contre un site militaire à Bka Sefrin, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Tripoli. La victime, Amer Mohammad, était originaire du Akkar. On ignore l'identité des assaillants. Plusieurs unités de l'armée ont mené des perquisitions dans la localité de Dennieh. Les attaques se poursuivent donc régulièrement dans le nord du Liban, tout particulièrement près de la frontière syrienne, très instable. Le président de la République, Michel Aoun, a reçu ce lundi au palais de Barbda le ministre canadien des Affaires étrangères, Stéphane Dion, un entretien largement consacré à la situation régionale, notamment la guerre en Syrie et ses répercussions au Liban. Le ministre canadien a souligné la volonté d'Ottawa d'aider le Liban dans plusieurs domaines. Par ailleurs, Dion a transmis au chef de l'État les salutations du Premier ministre canadien Justin Trudeau et souligné l'importance des relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que le rôle joué par les Libanais au Canada. Dans un tout autre registre, la chanteuse libanaise Mona Merachli n'est plus. Elle est décédée cette nuit à l'âge de 58 ans d'une crise cardiaque. Originaire de Moussaïd Bey à Beyrouth, Mona Merachli a débuté sa carrière grâce à l'émission Studio Fan. C'était en 1973, lors de laquelle elle s'est illustrée par sa reprise des chansons de la diva égyptienne Kulsoum. Mona Merachli avait donc à son actif une vingtaine de chansons, parmi les plus célèbres, Salt Kol donc Msafer et Lak Choufak Rendina. Dans le reste d'actualité régionale, en Syrie, la bataille d'Alep se poursuit. Les rebelles continuent de céder du terrain face à l'armée gouvernementale. Le régime a repris ces derniers jours le contrôle de 60% du bastion rebelle de la ville. Depuis la mi-novembre, plus de 300 civils ont péri dans la partie d'Alep contrôlée par les insurgés. Les combats ont provoqué un exode massif de civils. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui pour tenter d'obtenir une trêve d'au moins 7 jours et un accès humanitaire aux habitants d'Alep-Est pris au piège dans les combats. Noémie Roche. Les prétendants au départ sont impatients. L'autocar bondé. Pour la première fois en 4 ans, ce bus gouvernemental relie l'ouest d'Alep à l'est de la ville. À l'intérieur, des dizaines d'habitants pressés de retourner chez eux. Tous avaient dû fuir les combats et les bombardements du régime. C'est vrai que la route est pleine de nids de poules, c'est fatigant. Mais nous sommes détendus, c'est le voyage le plus facile qu'on ait fait depuis longtemps. Nous sommes très heureux. Ça fait plusieurs années que nous ne sommes pas allés voir notre maison et notre terre. Mais la joie est de courte durée. Sur place, les Alépins découvrent l'étendue des dégâts. Il ne reste quasiment rien de cet ancien quartier rebelle, désormais aux mains du gouvernement. Comme beaucoup, cette famille découvre que sa maison a été pillée en son absence. Nous avons construit et amélioré cette maison pendant 50 ans. C'est très difficile de revenir ici et de ne plus rien retrouver. Alors que les habitants tentent de se réapproprier les lieux, le bruit des combats au loin se fait entendre. Après les quartiers nord d'Alep-Est, l'armée syrienne s'attaque désormais au sud. Les forces gouvernementales ont reconquis plus de 60% des secteurs rebelles et comptent bien reprendre le contrôle total de la ville. Pour les civils pris dans les combats, la situation est dramatique.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer dans la journée sur un projet de résolution afin d'obtenir une trêve d'au moins 7 jours à Alep. Et autre province à feu et à sang, celle d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, largement contrôlée par la rébellion. Des bombardements attribués à Damas et ses alliés russes ont fait une 50aine de morts dans 3 attaques, dont la plus meurtrière est celle de Kfar Bel, avec une vingtaine de victimes selon les casques blancs de l'équipe de secours donc volontaires. Ce sont surtout des civils, dont des enfants, qui ont été tués lors de ces raids. Et en Libye, cette fois, les djihadistes du groupe État islamique ont subi un revers majeur avec la chute de leur fief de Sirte qu'ils ont farouchement défendu pendant plus de 6 mois. La victoire à Sirte a été proclamée ce lundi par le gouvernement libyen d'Union nationale qui a salué le retour de la ville dans le giron de l'État. La défaite de l'EI à Sirte est un nouveau coup dur pour le groupe extrémiste qui a connu ces derniers mois une série d'échecs militaires. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de l'info, les efforts de Matteo Renzi n'auront pas été suffisants. Sa réforme constitutionnelle censée moderniser les institutions italiennes a explosé en vol. Résultat, le jeune chef du gouvernement, âgé de 41 ans, est invité à rentrer chez lui un peu plus de 1000 jours après son arrivée au pouvoir à la fin du mois de février 2014. Noémie Roche nous en dit plus. Il voulait supprimer 215 fauteuils au Sénat. Finalement, c'est le sien qui a sauté. Devant la presse, Matteo Renzi encaisse le coup. J'ai perdu, et je le dis fort et clair, même si j'ai un nœud dans la gorge, parce que nous ne sommes pas des robots. Lundi après-midi, je vais réunir le Conseil des ministres. J'irai ensuite chez le président de la République pour présenter ma démission. Une démission sans surprise, car le chef du gouvernement avait lié son sort au résultat du référendum. Une décision qu'il avait annoncée en juin 2015, un peu plus d'1 an seulement après son arrivée à la tête du gouvernement. Février 2014, le Toscan, alors âgé de 39 ans, devient le plus jeune président du Conseil de l'histoire politique italienne. Mais il a déjà une belle carrière. Diplômé en droit, Matteo Renzi remporte la mairie de Florence en 2009. 4 ans plus tard, il est nommé secrétaire général du Parti démocrate et promet de faire le ménage. Le démolisseur, comme la presse le surnomme, met rapidement ses menaces à exécution. Il écarte l'ex-premier ministre Massimo D'Alema et l'ancien maire de Rome, Walter Veltroni. Dans sa lancée, il fait désavouer Enrico Letta et prend sa place en tant que chef du gouvernement. Il y restera 1017 jours, lui qui s'était donné 1000 jours pour rendre le pays plus compétitif et moins bureaucratique, n'aura finalement pas réussi à mener à bien toutes ces réformes. En Autriche maintenant, Alexander Van der Bellen, candidat soutenu par les écologistes, a été élu à la présidence en mai dernier. Sa victoire face au candidat d'extrême droite, Norbert Hofer, avait été invalidée pour vice de forme. Alexander Van der Bellen a été élu avec 53,3% des voix contre 47% à son challenger anti-migrant et anti-Union européenne. Une assez confortable avance donc pour un président élu qui veut refaire l'unité du pays. Natacha Milray nous en dit plus. Une poignée de main qui scelle la fin d'un combat politique entre le candidat d'extrême droite Norbert Hofer et Alexander Van der Bellen, le président autrichien nouvellement élu. À 72 ans, cet écologiste qui s'est présenté sous l'étiquette indépendant évite à son pays de basculer dans l'extrême droite. Un résultat qui, selon lui, envoie un message fort au reste de l'Europe. Je pense qu'il y a comme un signal rouge-blanc-rouge. Vous savez, le drapeau de l'Autriche. Un signal rouge-blanc-rouge au reste de l'Europe, à toute l'Europe, à l'Union européenne. Un signal qui sera lu avec intérêt dans toutes les capitales de l'Union européenne. On peut gagner avec une position pro-européenne. On peut vraiment gagner. Dans son QG de campagne, c'est l'effervescence. Alexander Van der Bellen est accueilli en héros par plus de 1500 personnes. Nous pensions tous qu'Hofer allait gagner, car les Autrichiens ont perdu confiance dans le processus électoral
Mais maintenant, avec ce résultat, nous sommes très heureux. Dans le camp opposé, on a du mal en revanche à cacher sa déception. Ce n'était pas très proche, mais c'était proche. C'était une journée très longue. Vous savez, dans une démocratie, l'électeur a toujours raison. Donc c'est OK pour moi. Je dois voir les choses telles qu'elles sont. Pour autant, l'extrême droite autrichienne ne compte pas en rester là. Les leaders du parti pensent déjà à l'avenir. En ligne de mire, les élections législatives de 2018. Dans le reste d'actualité, le gouvernement britannique devant la Cour suprême afin d'obtenir l'annulation d'un jugement qui l'oblige à consulter le Parlement avant de déclencher la procédure du Brexit. Selon une décision rendue début novembre par la Haute Cour de Londres, le gouvernement de Theresa May ne peut activer l'article 50 du traité de Lisbonne sans avoir consulté au préalable les députés. Une possible consultation des parlements régionaux va également être étudiée. La Cour suprême devrait trancher début janvier. Je vous rappelle que 52% des électeurs britanniques avaient voté pour une sortie de l'UE lors du référendum du 23 juin dernier. Maintenant, une victoire pour les Amérindiens. Les autorités américaines ont rejeté le tracé de l'oléoduc controversé dans le Dakota du Nord. Depuis des mois, les tribus indiennes et ceux qui défendent leurs droits, aidés par les écologistes, protestent donc contre un oléoduc qui menacerait leurs sources d'eau potable et les sépultures de leurs ancêtres. Johanna Citruc. Après des mois de protestations, enfin des cris de victoire. Malgré le froid, les tempêtes et les menaces d'expulsion, les Amérindiens et activistes ont obtenu gain de cause. Les services fédéraux américains rejettent le tracé d'un oléoduc controversé. Nous sommes arrivés hier et nous nous attendions au pire. Mais finalement, c'est la meilleure nouvelle que nous pouvions avoir. Pour les Amérindiens, pour les terres indigènes et pour tous les États-Unis. L'objectif de cet oléoduc était d'acheminer le pétrole extrait dans le Dakota du Nord jusque dans l'Illinois près de la frontière canadienne. En tout, il devait parcourir quelques 1880 km sur 4 États. Mais selon les Sioux de Standing Rock, ce tracé viole des sites sacrés et pourrait polluer des réserves d'eau potable. Ils décident alors de bloquer le site de construction. Peu à peu, d'autres tribus se rallient à leur cause, mais aussi des activistes et écologistes du monde entier. C'est juste la partie émergée de l'iceberg par rapport à tous les problèmes qui affectent notre planète, nos vies et notre avenir. L'eau appartient à tout le monde, c'est une déclaration qui montre que nous pouvons le faire et qu'il faut diffuser. Le projet n'est toutefois pas abandonné et des tracés alternatifs vont être proposés dans les semaines à venir. Une bonne nouvelle pour Donald Trump, car le président élu n'est pas étranger à l'entreprise en charge de la construction de l'oléoduc. Il y a investi de l'argent. Par ailleurs, son directeur a financé une partie de sa campagne. 16e édition du Festival international du film de Marrakech s'est ouverte sous une pluie battante. Le jury est présidé cette année par le réalisateur hongrois Béla, qui devra faire son choix parmi 14 films venus du monde entier. Le festival du film de Marrakech se poursuit donc jusqu'au 10 décembre. Quelques réactions. Cette année, il y a beaucoup de metteurs en scène représentés, beaucoup de réalisateurs qui représentent le monde entier. Ça, c'est important parce que le monde est à Marrakech, il faut le dire. Il y a des beaux films et il y a beaucoup de réalisateurs. Donc, c'est une particularité cette année, beaucoup de grands réalisateurs. Il serait déshonorant de faire de la discrimination positive par rapport au cinéma marocain. Il y a des films marocains hors compétition. Nos grands réalisateurs, ceux qui ont l'habitude de venir ici, ne sont pas prêts. Leurs films ne sont pas prêts. Nourdin Khamari n'est pas prêt, Daoud n'est pas prêt, Fawzi Ben Saïdi n'est pas prêt, Nargis n'est pas prête, Leila Kilani n'est pas prêt et j'en passe. Donc ce que nous avons vu n'a pas convaincu pour être au niveau de la compétition et des autres films qui sont en compétition. Ça ne veut pas dire que c'est une catastrophe, les films ne sont pas prêts seulement. Et voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Le rappel des titres. Un soldat tué et un autre blessé au Liban Nord, c'est le bilan de l'attaque menée cette nuit par des hommes armés contre un site militaire à Abkar Sefrin, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Tripoli. Le ministre canadien des Affaires étrangères Stéphane Dion au palais de Baabda, il a rencontré le président Hollande et redit l'importance des relations bilatérales entre Beyrouth et Ottawa.
En Syrie, les insurgés continuent de céder du terrain à Alep face à l'armée gouvernementale. Le régime a repris ces derniers jours le contrôle de 60% du bastion rebelle de la ville. Merci de votre attention. On se quitte sur ces images du marathon des Pères Noël à Athènes, une course au profit des enfants malades. À très bientôt.